Grande leçon de fédéralisme 101. Il y a quelques années, l'industrie automobile en Ontario était en grave difficulté. Le gouvernement canadien a décidé de prendre notre argent et d'investir 10 milliards de dollars et de prendre le risque. Ils ont risqué l'argent des Québécois et des Canadiens pour sauver l'industrie automobile. C'était un beau risque. Ça a marché, mais ils ont pris le risque. L'an dernier, un fleuron québécois, Bombardier, était en difficulté et a demandé au Canada de prendre le risque pour assurer la survie de Bombardier. Le fédéral a dit non. On ne veut pas prendre le risque dans Bombardier. On l'a pris dans l'automobile en Ontario, mais on ne le prend pas dans Bombardier. On attend plus d'un an avant de décider même d'aider. Et à la fin, on va juste vous prêter 300 millions. On n'investit pas. On ne participe pas au risque. Vous êtes trop risqué pour nous, Bombardier. Et puis en fait, puisque vous nous demandez d'investir dans la série C, qui est la plus risquée, d'abord c'est non. On n'investit pas dans la série C. On va vous prêter de l'argent que vous allez nous rembourser. Puis deuxièmement, les 2/3 du prêt qu'on va vous faire, il faut que ça soit aussi une bonne nouvelle pour l'Ontario. Parce que l'avion Global, qui est en développement, la finition, l'assemblage, c'est à l'aéroport de Toronto. Alors, on regarde ça puis on se dit, à quoi ça sert exactement d'être dans ce pays-là si quand notre industrie aérospatiale, qui a 50 000 emplois, demande de l'aide et n'est pas écoutée, mais que l'industrie ontarienne d'automobile demande de l'aide et est écoutée, que l'industrie des sables bitumineux demande de l'aide, puis pendant des années et des années reçoit des subventions et des crédits d'impôt, et que quand notre tour vient, c'est jamais notre tour. C'est jamais notre tour. Alors, je pense qu'on serait mieux de faire l'indépendance du Québec. Allons-y pour les questions, d'abord en français. Merci d'avoir une question, une sous-question, ce serait apprécié. Monsieur Laforêt. Monsieur Lisée, comment vous qualifiez la réaction du premier ministre Couillard là-dessus, de son porte-parole, qui dit que, dans le fond, c'est une bonne chose, le fédéral dans la bonne voie, met de l'argent? Écoutez, je pense que M. Couillard, aujourd'hui, va faire un grand effort de faire semblant que ce n'est pas une triste nouvelle. Il va faire semblant. C'est clair que quand le gouvernement du Québec a pris le risque de mettre 1 milliard de dollars dans la série C, au moment où Bombardier était à un cheveu de la faillite, le gouvernement du Québec a pris un gros risque et espérait partager son risque avec le gouvernement canadien. Et le gouvernement canadien ne répond pas, ne veut pas risquer. Alors, c'est une grande défaite pour M. Couillard, qui avait, d'après ce qu'il nous a dit, fait énormément de pression auprès d'Ottawa pour que Ottawa partage le risque et n'a pas réussi à avoir $1 d'investissement dans l'équité de Bombardier de la part du gouvernement canadien. Est-ce que ça prouve que l'investissement fait par le gouvernement du Québec, le 1,3 milliard canadiens qui était investi dans la série C, votre prédécesseur avait pourfendu cette entente-là? Est-ce que vous considérez que c'est toujours une mauvaise entente? On pense toujours qu'il aurait été préférable de garder la série C dans l'ensemble du giron de Bombardier et que l'investissement du Québec soit appuyé sur l'ensemble des actifs de Bombardier et pas seulement misé sur la C-Série, qui est beaucoup plus risquée. On pense que c'est ça l'erreur de l'investissement du gouvernement. On aurait pu arriver au même résultat avec un risque moindre. Donc ça, c'est la première erreur. Deuxième erreur, ils n'ont rien demandé en échange en termes de maintien de l'emploi au Québec. Deuxième erreur. Et la Caisse de dépôt, elle, n'a pas commis cette erreur. Elle n'a pas investi dans la série C. Elle a investi dans le reste des activités de Bombardier pour mieux étaler son risque. Mais quoi qu'il en soit, le pari de M. Couillard, c'était que Ottawa allait partager le risque. Il a perdu et on se retrouve avec 1,3 milliard d'argent québécois et seulement québécois dans la partie la plus risquée de Bombardier. J'espère que ça va marcher maintenant qu'on est là-dedans. Je prie pour que ça marche, mais c'est sûr que le Québec est seul. En aéronautique, pour Bombardier, le message du Canada, c'est « arrangez-vous. Vous êtes seul, on va faire le minimum, puis on va le faire seulement si ça aide aussi Toronto, l'aéroport de Toronto. » Merci. Avec M. Vigneault, au micro de gauche, s'il vous plaît.
Monsieur Laforêt. Vous êtes à la tête d'un parti vieillissant et déconnecté, selon Je pense que la question Paul va venir. Saint-Pierre. La question On va y aller avec venir M. Vignon d'ailleurs. qui allait sûrement là-dessus. Exactement. Je suis sûr d'avoir. Tu n'auras pas ta question, mais tu vas avoir ta réponse. Justement, un parti déconnecté, un club social, partagez-vous cette vision-là de PSPP? Alors, on a demandé à Paul Saint-Pierre Plamondon d'aller écouter les gens qui sont dans le parti, les gens qui ne sont pas dans le parti, pour qu'ils nous disent quelle est votre perception de ce qui cloche. Puis on en a eu pour notre argent. Ils ont dit c'est ça la perception de ce qui cloche, et c'est fondé en partie sur une partie de la réalité. Alors on a demandé, parce qu'on veut être beaucoup mieux connecté sur la jeunesse, sur la diversité, sur le monde de l'entreprise, dites-nous ce qu'ils pensent qui ne va pas. Bien, ils nous l'ont dit. Puis là, on l'a. Puis c'est dans le journal. Puis maintenant, dites-nous comment changer. Il y a 108 recommandations sur comment changer. Je l'ai lu au complet. Il y a plein de trucs très intéressants. Mais il y a aussi un truc. On dit, mais quel est l'état de la jeunesse au sein du Parti québécois? Il dit, il y a 13 000 membres jeunes parmi nos 90 000. C'est 35 de plus qu'il y a 15 ans, mais ce n'est pas prédominant, OK? Comment est-ce qu'on se compare? Bien, il y a 3 fois plus de jeunes au Parti québécois qu'au Parti libéral, et il y a plus de jeunes au Parti québécois que la totalité des membres de la CAQ et que la totalité des membres de QS. Ça qu'on a une bonne base de départ. Mais quand même, à la lumière de tout ça, qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant pour, en quelque sorte, parce que c'est un reality check, si vous me permettez l'expression, qui est assez sévère, qui est assez cinglant. Bien sûr. Et donc, on a la mesure du défi qui est devant nous. Puis nous, on n'a pas peur des défis au Parti québécois. Alors, on sait, on va avoir dans 2 fins de semaine, à la mi-février, le Congrès des jeunes. On va discuter de comment donner plus de place, plus de moyens aux jeunes, de mieux les rejoindre. On a entamé, vous le savez, un travail très actif vers la diversité. On va continuer à le faire. Il y a des recommandations qui sont dans ce rapport-là qui vont se retrouver à notre congrès de septembre. On est en mode lucidité et solution, et on est dans ce processus-là. Micro de droite, M. Lecavalier. Bonjour, M. Lisée. Justement, dans ce rapport, on apprend que les jeunes ne sont pas vraiment intéressés par le débat sur les signes religieux. Encore une fois, hier à l'Assemblée nationale, c'était le sujet de discussion. Comment vous allez naviguer là-dedans pour aller chercher les jeunes tout en continuant de parler de signes religieux? Bien, écoutez, ça ne m'a pas surpris parce qu'on l'avait entendu. Et d'ailleurs, hier, vous avez vu que ma première question au premier ministre, c'était de prendre des mesures significatives pour faire reculer la discrimination, le racisme et faire augmenter l'intégration. Et ça, c'est un message auquel on croit, mais ça tombe bien, c'est un message auquel les jeunes croient. La décision qu'on a prise de tourner le dos au pétrole et de proposer des solutions vertes pour le Québec, c'est un message auquel les jeunes croient. Ça tombe bien, on y croit, eux aussi y croient. Notre façon plus décontractée d'être dans notre attitude, c'est quelque chose qui connecte avec les jeunes. Alors, c'est sûr qu'on a demandé à Paul de faire ce rapport-là. On était déjà conscient de certaines des choses qu'il fallait améliorer. On a commencé à le faire. Il nous pousse encore plus dans cette direction-là. Alors, ça va être utile. Qu'est-ce que vous pensez de la recommandation de mettre à la retraite les membres d'exécutifs qui ont plus de 70 ans? Alors, il propose de faire un mentorat, que chaque membre d'exécutif de plus de 70 trouve quelqu'un de moins de 40 et fasse une transition. J'ai hâte de voir le débat autour de ça, mais je pense que moi, je l'accueille favorablement. Ce n'est pas une mise à la retraite, là, c'est un mentorat pour une transition. Et ils cèdent leur place. Ils vont finir par céder leur place, oui. Merci. On y va. Si vous dites que le Québec se retrouve tout seul à prendre le risque, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, finalement, que le fédéral s'en tienne un peu plus loin, puisque c'est risqué? Bien, l'industrie automobile, en 2009, était sur le bord de la faillite. Et Ottawa a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ils ont demandé 10 milliards de dollars. Ottawa a dit oui. On a investi dans le risque. Et il aurait pu perdre 10 milliards de dollars. Nous aurions pu perdre 10 milliards de dollars. Ça s'est bien passé. Et lorsque Bombardier a dit, on est sur le bord de la faillite, on a besoin d'1 milliard. 1/10 de ce que vous avez donné à l'Ontario, est-ce qu'on pourrait l'avoir? Ils ont dit non. Alors, la solution, la conclusion, c'est que on n'est pas dans le bon pays, là. Si le Canada n'est pas prêt à aider notre fleuron industriel quand il est à risque, mais qui aide le fleuron industriel de l'Ontario quand il est à risque, il y a un problème de fond.
Ottawa avait un problème avec le management de Bombardier. Aucun espèce de changement a été apporté à la direction. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Est-ce qu'ils ont demandé des changements à l'actionnariat des sociétés automobiles de l'Ontario? Non. Ils voulaient se sauver. Alors, est-ce que... je veux dire, c'est sûr qu'ils peuvent trouver toutes sortes de choses qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas la caisse de dépôt, ils n'aiment pas la loi 101, ils n'aiment pas toutes sortes de choses. Alors, si on cherche un prétexte à Ottawa pour ne pas aider le Québec, ils ont une pile de prétextes. La question qui était posée, c'est que Bombardier avait besoin d'aide, le gouvernement du Québec était là, la caisse de dépôt était là, Ottawa n'a pas répondu pendant 1 an et demi, puis au moment de la réponse, on fait 38 fois moins que ce qu'ils ont fait pour l'Ontario. Merci beaucoup, tout le monde. Concernant la réforme de la carte électorale... Est-ce qu'on est en direct? Oui, j'ai des ennuis techniques. Si on n'est pas en direct, non. Merci. Alors, concernant la recommandation de la Commission de la représentation électorale d'abolir la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques et d'en créer une à partir de Retail, de Westmount, Saint-Louis, Hochelaga-Maisonneuve également, de repousser les frontières et d'abolir également une circonscription en Mauricie, donc Saint-Maurice. Est-ce que vous êtes favorable à première vue avec cette recommandation-là qui venait remplacer celle où on souhaitait fusionner Outremont et Mont-Royal? Et j'ajoute tout de suite le deuxième volet à ma question. Et est-ce qu'il y a un problème dans le processus de représentation dans la mesure où la Commission soumet un premier rapport et par la suite, les partis politiques peuvent faire des représentations et, corrigent des trucs, selon certains, créent d'autres problèmes. Et là, les partis, notamment Québec solidaire, se pris à encaisser le choc sans pouvoir se manifester auprès de la Commission. Oui. Écoutez, non, j'ai été en contact avec Manon Massé ce matin. Le processus n'est pas acceptable. C'est un déni de démocratie de dire, on va abolir votre circonscription, qui a des caractéristiques socio-économiques très particulières, et puis c'est ça, il y a un débat de 5 heures, et puis on va décider ça. Mais lorsque vous vouliez fusionner Outremont et Mont-Royal, il y a eu un processus de consultation, tout le monde s'est prononcé, de toute évidence, vous les avez écoutés, et là, vous allez abolir une autre circonscription sans écouter personne, sans faire de consultation? Non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, et j'ai dit à Manon Massé qu'on était avec elle dans ce combat. Merci tout le monde. Merci.